Merci bien. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. C'est une belle journée pour l'éducation parce qu'enfin, on va annoncer un retour en classe, un retour qui est graduel, qui est prudent, qui est volontaire, mais quand même un retour. Et aussi une amélioration des services qui vont être offerts aux élèves qui ne retourneront pas en classe. À mes yeux et aux yeux du gouvernement du Québec, ce retour-là graduel n'est pas seulement possible grâce aux nouvelles recommandations de la santé publique, il est nécessaire pour des raisons pédagogiques. D'ailleurs, l'Association des pédiatres du Québec nous a recommandé de faire ce retour en classe pour nos jeunes du primaire et du préscolaire pour des questions de santé mentale, pour des questions de sécurité physique, psychologique, alimentaire et évidemment aussi pour poursuivre les apprentissages, particulièrement pour les élèves les plus vulnérables ou qui ont des difficultés d'apprentissage. Il faut que les élèves puissent recommencer à vivre le plus normalement possible dans le contexte. Donc, j'annonce donc que pour le primaire et le préscolaire, le 11 mai, il y aura une réouverture de tous les établissements à l'intérieur de ce qu'on appelle les zones froides, ça veut dire donc à l'extérieur de la CMM, la communauté métropolitaine de Montréal. Si la situation le permet, par la suite, le mardi 19 mai, bien, les écoles préscolaires et primaires pourront réouvrir aussi dans la CMM. Donc, à compter du 19 mai, on aurait toutes nos écoles préscolaires et primaires qui seraient réouvertes. Pour le secondaire, mais les établissements vont devoir demeurer fermés. Ça ne veut pas dire que les apprentissages ne se poursuivront pas, mais les locaux vont être fermés pour les élèves. Pour la formation professionnelle et la formation générale aux adultes, il y a des nuances. Pour la formation générale aux adultes, ça demeure fermé, donc on poursuit les apprentissages à distance et en ligne, mais pour la formation professionnelle, les recommandations de la santé publique sont à l'effet de nous permettre d'organiser à l'occasion des demi-groupes, donc des demi-classes, pour permettre aux jeunes qui font des apprentissages techniques, des manipulations, supposons en soudure, on doit, oui, apprendre à le faire d'un point de vue théorique, mais on doit aussi l'exercer. Mais donc en demi-classe et en respectant la distanciation de 2 mètres. Pour le collégial et les universités, bien, sans surprise, je vous annonce que nos cégeps, nos universités vont demeurer fermés en tant que lieu physique, l'endroit où ça a lieu, mais les apprentissages en ligne à distance se poursuivent. Pendant les premières semaines, ça a été des défis, mais ça a été des défis qui ont été bien relevés. Ça fonctionne assez bien en ce moment dans le réseau collégial universitaire. Ça poursuivra jusqu'à la fin de la session présente et aussi pour la session d'été. C'est un retour qui est prudent. Et je comprends que si, malgré tout, il y a des parents et des membres du personnel qui ont encore des inquiétudes, c'est normal. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait une annonce 2 semaines à l'avance. C'est bien important de le mentionner. C'est 2 même à 3 semaines à l'avance. On annonce quelque chose et on a le temps de voir venir, on a le temps de s'approprier les recommandations de la santé publique et, d'un point de vue logistique, d'organiser la vie scolaire de cette nouvelle manière. Et les recommandations sont à l'effet d'avoir une distanciation de 2 mètres, évidemment, et d'avoir un maximum d'élèves par classe qui sera de 15 dans nos écoles préscolaires et primaires. Aussi, c'est bien certain que tout le monde qui a une condition médicale particulière ou qui ont plus de 60 ans ne pourront pas revenir, en fait, pourraient revenir, mais vraiment recommandé au personnel qui ont plus de 60 ans ou qui ont une condition médicale de ne pas revenir travailler sur les lieux du travail, fourniront une prestation de travail à partir de chez eux. Les élèves qui ont une condition médicale particulière aussi sont priés de ne pas revenir en classe. Et si jamais quelqu'un a des symptômes, c'est certain qu'il devra rester à la maison pour un minimum de 14 jours. Évidemment aussi, il y aura des mesures sanitaires très strictes avec davantage de nettoyage, de surface, etc., de mesures sanitaires à l'intérieur des écoles. Le premier ministre le dit souvent, c'est une mesure qui est volontaire, le retour dans nos écoles préscolaires et primaires, mais je veux quand même insister sur le fait que ce serait vraiment favorable que les élèves qui ont des difficultés scolaires, les élèves qui peut-être étaient en échec dans les premières étapes ou qui ont des besoins particuliers
retournent en classe si c'est possible pour eux de le faire, s'ils n'ont pas de problème de santé. Et on souhaite que les enseignants, dans les prochains jours, contactent les familles des élèves qui ont des difficultés scolaires et ils leur expliquent comment ça va se passer pour inciter ces jeunes à venir en classe. Ce retour, même pour 5 ou 6 semaines, peut faire une grande différence dans la vie scolaire de nos jeunes. On va leur offrir un encadrement pédagogique bonifié. Et là, je parle de ceux aussi qui vont rester à la maison, tant au secondaire, évidemment, parce que c'est fermé, qu'au préscolaire. Bien sûr, on va garder écoleouverte.ca, notre portail pédagogique. Bien sûr, les trousses pédagogiques hebdomadaires qui sont envoyées à chaque semaine continueront d'être envoyées. Les appels aux élèves vont continuer de se faire. Le partenariat avec Télé-Québec va continuer de se faire. Mais j'ai quatre bonnes nouvelles pédagogiques à annoncer aujourd'hui. D'abord, dès le 4 mai, l'ensemble du personnel scolaire va avoir accès à nos services de garde éducatifs et aux services de garde scolaire, ce qui veut dire que tout le monde dans le réseau scolaire aura les meilleures conditions pour offrir une pleine et entière prestation de travail. Deuxièmement, à compter de cette semaine, sur invitation, les parents, attention, sur invitation de la part des écoles, eh bien, on pourra aller récupérer notre matériel pédagogique et on pourra aussi se faire prêter des outils technologiques, donc des tablettes et des ordinateurs. Aussi, nous avons une entente avec TELUS et avec Apple qui nous a permis de faire mettre de côté plus de 15 000 tablettes reliées LTE, réseau cellulaire, pour être capable de prêter à ceux qui n'ont pas les outils technologiques les outils, mais aussi d'envoyer dans les maisons des outils connectés pour les maisons où il n'y aurait toujours pas d'Internet, toujours pas, comme on dit, de Wi-Fi. Eh bien, on va briser cet écart qui peut se creuser avec les plus vulnérables en fournissant des outils, mais aussi même en fournissant des connexions Internet. Et finalement, on a une formidable entente avec notre université à distance, la TELUC, qui, à compter du 4 mai, offrira gratuitement, puisque c'est le ministère qui le paye, mais gratuitement pour tout le réseau scolaire, préscolaire, primaire, secondaire et collégial, une formation sur la technopédagogie, sur l'enseignement à distance, donc une formation de niveau universitaire de 20 heures qui va être offerte à tous les enseignants du Québec. Donc, avec ces 4 mesures, c'est clair qu'on va être capable de faire encore plus et encore mieux pour ceux qui vivront une fin d'année scolaire à distance. Ceci dit, c'est clair qu'il y a beaucoup de défis qui vont se présenter pour une réouverture, même si elle est lente, graduelle et volontaire, même si les premiers enfants qui vont revenir à l'école reviendront dans 2, sinon dans 3 semaines. Il y a quand même un défi de logistique pour coordonner tout ça sur le terrain. Et c'est pour ça que les 2 semaines à venir vont nous être très utiles en concertation, en dialogue, pour établir des balises qui vont faciliter le tout, puis aussi pour permettre aux gens très compétents qui sont dans nos écoles, qui sont dans nos centres de services scolaires, de préparer tout ça, de coordonner le transport scolaire, de préparer l'accueil des élèves. Et c'est pour ça que j'insiste auprès des familles. Je demande aux parents d'aviser au moins 1 semaine d'avance l'école avant d'envoyer leur enfant à l'école, dans nos écoles préscolaires et primaires, quand elles réouvriront dans 2, sinon 3 semaines. Très important d'aviser l'école 1 semaine d'avance pour qu'on puisse se préparer à offrir un service de qualité aux élèves et qu'on puisse se préparer aussi à l'accueillir dans le respect des recommandations de la santé publique avec la distanciation et le maximum de 15 élèves. Je termine en disant que j'ai confiance qu'au fond, tout ça va bien se faire. Oui, il y a des défis à relever. On a le temps pour le relever et on a, dans nos équipes au Québec, toute la compétence nécessaire pour accueillir les élèves et pour fournir l'accompagnement pédagogique à tous les élèves qui sont aussi à la maison. Merci. Donc maintenant, oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Jean-François d'avoir mis la table. Donc aujourd'hui, en plus des écoles et de tout ce que vient d'annoncer mon collègue, je vous annonce également que le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance ouvrira progressivement ses portes au cours des prochaines semaines. Donc, comme l'a mentionné le premier ministre à de nombreuses reprises, on parle d'une réouverture qui sera
graduel, donc je pense que c'est un mot que vous avez beaucoup entendu de sa part. Je l'ai beaucoup entendu aussi, donc assurément que ce sera bel et bien graduel. C'est une réouverture qui permettra donc le retour de dizaines de milliers d'enfants dans leur milieu de garde habituel et le retour au travail aussi d'autant de parents. Dans un premier temps, donc pour la semaine du 4 mai, on va demeurer avec un régime d'exception des services de garde pour l'ensemble du territoire québécois, tout en l'élargissant, Jean-François l'a dit, aux parents qui œuvrent dans le réseau de l'éducation pour permettre une reprise qui se fasse le mieux possible. Ensuite, le 11 mai, nous mettrons fin aux services de garde d'urgence en zone froide, donc c'est-à-dire sensiblement partout au Québec, sauf dans la région de la communauté métropolitaine de Montréal. Les parents dont l'emploi figure donc sur la liste des emplois prioritaires pourront réintégrer leurs enfants dans leur service de garde habituel. Si la situation le permet, ensuite, le 19 mai, dans la zone chaude, donc Montréal et ses environs, globalement Montréal, l'île et ses banlieues, eh bien, elle s'inscrira aussi dans cette logique, ce qui veut dire fin des services de garde d'urgence et retour aux établissements habituels pour les enfants des parents qui figurent sur la liste prioritaire. Et finalement, par la suite, la liste va s'élargir progressivement partout au Québec en fonction de la reprise des secteurs économiques, tout en respectant bien sûr les directives de la santé publique. Je veux y aller peut-être d'un mot directement aux parents pour vous dire que le retour, il est assurément volontaire. Donc le retour de votre enfant en service de garde éducatif à l'enfance, il est volontaire. Si vous décidez de ne pas réintégrer votre enfant, bien votre place sera maintenue jusqu'au 1er septembre sans que vous ayez de frais à payer. Par exemple, habituellement, lors des vacances, vous devez quand même payer ces frais-là, même si vous n'utilisez pas le service. Mais dans ce cas-ci, si vous décidez de réintégrer progressivement votre enfant, bien si vous décidez de ne pas plutôt réintégrer votre enfant à ce moment-ci, vous n'aurez pas ces frais à payer jusqu'au 1er septembre. Pour celles et ceux qui recommenceront à utiliser les services, eh bien, ce sera la tarification habituelle qui s'appliquera dès le retour de votre enfant. Dans les deux cas, j'ai aussi envie de dire aux parents que vous choisissiez de réintégrer votre enfant tout de suite ou non. Faites-vous confiance comme parent. Vous savez ce qui est le mieux pour vous, vous savez ce qui est le mieux pour votre enfant. Surtout, vous connaissez mieux que quiconque votre propre réalité familiale. Donc, votre décision, parent, ce sera la meilleure décision dans les circonstances. Par contre, pour les parents dont la santé est à risque, on vous suggère, on vous invite fortement à ne pas renvoyer votre enfant dans votre service de garde habituel. Si vous êtes enceinte, si vous avez un déficit immunitaire ou si vous êtes âgé de plus de 60 ans, on vous suggère la même chose, de ne pas réintégrer votre enfant. On vous suggère vraiment de penser à vous et à votre santé. Je l'ai dit, le taux d'occupation du réseau va augmenter graduellement au fur et à mesure que les pans de l'économie vont rouvrir dans un enjeu de cohérence. Bien entendu, cette augmentation du taux d'occupation se fera en accord avec les recommandations de la Direction de la santé publique. Et je veux le répéter, ça, aux éducatrices qui sont inquiètes, la santé, c'est vraiment notre priorité. Donc, on a déjà des règles qui sont très strictes au niveau de l'hygiène, au niveau de la prévention. Et on va en ajouter. On vous demandera, par exemple, de porter un masque au fur et à mesure que les rations vont augmenter, ainsi que pour poser certains gestes. Il y a du matériel de protection supplémentaire qui sera mis à votre disposition et c'est le gouvernement qui s'en assurera. On comprend que vos réalités, par ailleurs, ne sont pas toutes les mêmes. On peut penser au milieu familial, à la réalité qui est différente en installation. Et ce qu'on veut, c'est vraiment vous accompagner, les éducatrices, pendant cette réouverture. Il y a donc des outils qui seront mis à leur disposition, à votre disposition, en collaboration, par exemple, avec l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique, et la CNESST. J'ai aussi envie de vous dire qu'on ne part pas d'une page blanche, on ne part pas de rien, on parle quand même de toute une opération qu'on a mise en branle depuis la mise sur pied des services de garde d'urgence. Donc, je suis persuadé qu'on peut bâtir sur ce succès-là des services de garde d'urgence quand on pense qu'on a accueilli plus de 5000 enfants par jour dans plus de 1000 installations et qu'on a relativement eu très peu de cas. Je donnais des précisions tantôt sur la santé des parents. Bien, je dis la même chose aux éducatrices. Si vous avez des problèmes de santé et que la présence des enfants pourrait vous mettre à risque, vous ne devriez pas être sur le plancher avec ces enfants. Même chose si vous êtes enceinte, évidemment.
comme c'est toujours le cas. Si vous avez un déficit immunitaire ou si vous êtes âgé de 60 ans et plus. Si c'est le cas, si vous êtes dans cette situation, parlez-en à votre gestionnaire, à votre directeur, à votre directrice. Ce sont des professionnels. Je leur fais confiance, comme depuis le début de la crise, ils ont à prendre des décisions qui ne sont pas toujours évidentes, mais parlez-leur, ils pourront prendre les meilleures décisions pour vous, avec vous. Ça m'amène aussi à vous dire que pour toute cette opération-là, les risques ont été mesurés par la direction de la santé publique. Donc, si on ouvre maintenant, c'est parce que ça nous semble la meilleure solution et qu'on va aussi réajuster le tir, réajuster le plan si la situation venait qu'à changer au Québec. Il y a bien sûr des enjeux financiers à tout ça. On ne les balayera pas sous le tapis. On sera au rendez-vous avec les ressources nécessaires pour permettre aux CPE, oui, aux garderies subventionnées, mais aussi aux garderies non subventionnées de rouvrir graduellement, comme pour les éducatrices en milieu familial, subventionnées ou non. En terminant, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, mais je veux y revenir. Merci. Vraiment, et je sais que ça paraît cliché, là, parce que on le dit souvent, mais merci à tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin à la mise sur pied des services de garde d'urgence. Je parle des éducatrices, dont je parle peut-être un peu plus que les autres, mais les gestionnaires aussi qu'on oublie, le personnel de soutien. C'est vraiment toute une réussite. Moi, quand je regarde ça avec le recul, on n'avait jamais fait ça. Donc, c'est toute une réussite, c'est notre réussite. Et je pense sincèrement que quand on fera l'analyse de cette crise à la fin, quand il sera terminé, bien, ça restera comme un bel exemple de solidarité. Donc, merci pour votre travail. Vous avez vraiment mon entière reconnaissance. Et je termine en vous disant que je sais que nos tout-petits s'ennuient de leurs éducatrices. Je sais que les éducatrices s'ennuient souvent aussi de nos tout-petits. Les enfants s'ennuient de leurs amis. Comme vous, j'ai bien hâte qu'ils puissent les revoir. J'ai bien hâte qu'ils puissent prendre d'assaut, entre guillemets, nos services de garde éducatifs pour qu'on puisse recommencer à entendre leurs cris et leur rire, mais il faut vraiment y aller graduellement. Donc, on a des protocoles stricts à suivre. Et si ça a été difficile de fermer les services de garde éducatifs à l'enfance, dites-vous que c'est encore beaucoup plus difficile de les rouvrir parce qu'on n'a jamais fait ça. Donc, on va faire de notre mieux, mais il faut vraiment faire les choses graduellement. J'ai envie de vous dire, c'est un peu comme la course. C'est comme si on a un dernier sprint à faire ou une dernière côte peut-être à monter dans un marathon, parce que c'est peut-être plus un marathon qu'un sprint, mais c'est nécessaire de passer par là si on veut arriver à la ligne d'arrivée. Donc, il ne faut pas lâcher, il faut continuer de se protéger, puis on va y arriver. Merci.